Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi, C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. prends-moi, caresse, tue-moi. Orage au Et désespoir. voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Et oui, vous avez bien entendu, un mardi sur 3 et non plus sur 2 car, ça y est, le monde tourne à nouveau et je vais avoir la joie de repasser mon temps bloqué dans la ligne 13 du métro parisien et non plus avec mes invités. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un spectacle dans un lieu inhabituel, comme un hôtel ou un manoir par exemple, et où les comédiens et comédiennes étaient tout autour de vous, vous pouviez leur parler, passer d'une salle à une autre, découvrir des scènes différentes, voire même toucher aux objets du décor? Si oui, alors vous avez peut-être déjà assisté à un spectacle de théâtre immersif. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, Tristan Brumer. Tristan est auteur et metteur en scène. Il est également président de l'AFE, l'Association française des artistes de l'immersif. L'AFE, c'est un réseau créé l'année dernière qui est destiné à toutes les personnes qui s'intéressent aux arts immersifs. Son but est d'encourager la recherche et la création et de favoriser l'entraide et le soutien des artistes. Avec Tristan, on va essayer de mieux comprendre ce que sont les arts immersifs, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que cette évolution dans l'art signifie sur notre société et comment les artistes de l'immersif vont réussir à s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément ce que sont les arts immersifs ? C'est une question qu'on me pose tout le temps et j'ai jamais une excellente réponse parce que c'est assez flou en réalité. Mais j'aime partir, à titre personnel, d'une définition qui est donnée par Anaïs Bernard dans son livre Manifeste des arts immersifs, qui dit que les arts immersifs sont une expérience qui fait œuvre formant un tout entre le dispositif, l'artiste et le spectateur. Alors Anaïs Bernard travaille plus particulièrement avec les arts numériques, mais je trouve que cette définition qu'elle donne représente assez bien ce que peuvent être et ce que sont les arts immersifs. C'est-à-dire qu'on retrouve la notion d'expérience, on retrouve la notion d'œuvre, donc d'œuvre artistique, et puis cette cohésion entre le dispositif, donc l'espace, donc la création scénique, on va dire, l'artiste, et puis le spectateur qui, dans tout art immersif, est partie intégrante de l'œuvre, et on dit toujours entre nous que si le spectacle ou l'œuvre peut se faire sans public, c'est qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas immersif en réalité. Après, il y a un spectrum, ça va de, par exemple, quelque chose où le spectateur peut être très passif, où il y a juste une certaine liberté de mouvement, jusqu'à quelque chose où il y a un rôle très important, c'est peut-être en individuel, où le spectateur est vraiment seul créateur presque de l'œuvre. C'est vaste aussi le panel, on va dire. Et en France actuellement, on en est où ? Il y a beaucoup de spectacles immersifs qui existent ? Beaucoup, non, surtout comparé aux pays anglophones, d'où les arts immersifs, on va dire, dans sa forme actuelle, dans la forme du mouvement que nous voyons aujourd'hui et dans lequel s'inscrit l'association. Il y en a beaucoup plus. En France, c'est encore les débuts, c'est encore timide, ça commence. Il y en a de plus en plus tous les ans. Il y a de nouvelles créations, mais c'est encore peu répandu. Et ça existe depuis combien de temps en fait les arts immersifs ? Encore une fois, dans sa forme actuelle, celle qu'on entend aujourd'hui, ça naît à peu près aux années 2000 dans les pays anglophones, notamment en Angleterre, on cite souvent Punch Drunk, qui est une compagnie de théâtre d'un metteur en scène qui s'appelle Felix Barrett, qui a commencé à faire les premiers spectacles dans un dispositif immersif à l'intérieur d'un bâtiment où le public pouvait circuler librement à travers des scènes différentes. Mais ça arrive en France plutôt dans les années 2010. Il faut une décennie d'exploitation, de création, et a souvent inspiré justement des créations de Punch Drunk, qui, par exemple, le Sleep No More, qui est à New York et qui continue toujours, qui a inspiré beaucoup de créations qu'on voit aujourd'hui en France. Alors juste pour information, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va mettre toutes les références et les pièces citées par Tristan dans la description de l'épisode. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de les retrouver.
Et sinon, Tristan, tu dis plusieurs fois dans sa forme actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des formes de théâtre immersif avant? Enfin, en réalité, je pense que c'était pas différent avant, c'est-à-dire que si on entend par immersif quelque chose qui met le spectateur à l'intérieur d'un dispositif, en réalité, c'est quelque chose que pratiquent par exemple les arts de la rue depuis très longtemps. C'est des installations artistiques qui existent comme ça depuis longtemps et on peut même en réalité remonter jusqu'à des formes de création, soit de rue, soit dans des amphithéâtres grecs même, qui mettent le spectateur plus au cœur de la création. Donc du coup, les techniques exploitées par les arts immersifs et les buts aussi, je pense, ne sont pas si éloignés de d'autres formes de création. Simplement, aujourd'hui, on a mis un nom sur quelque chose et il y a un mouvement artistique particulier qui se saisit de ces techniques-là, qui se sert notamment de nouvelles techniques numériques ou cinématographiques. Donc, du coup, ce côté hybride avec des nouvelles technologies, évidemment, ça c'est quelque chose de relativement nouveau. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de pièce pour qu'on visualise un peu mieux comment ça fonctionne, une pièce de théâtre immersif, s'il te plaît? Oui, ben, je vais prendre un exemple d'un des artistes de l'association, Léonard Maton, qui a créé Helsingor Château d'Hamlet avec sa compagnie Entre deux rêves. C'était en 2018 qu'il a créé dans le 5e arrondissement de Paris. Et donc c'est un spectacle qui s'est fait à partir du Hamlet de Shakespeare. Et le dispositif, c'était plusieurs salles différentes. Donc on avait par exemple la chambre des Gertrudes, la chambre d'Ophélie, la salle du trône, une chapelle, etc. Et au début du spectacle, du coup, il y avait une petite entrée, on nous expliquait un peu comment ça fonctionnait, les règles du château, et après on entrait dedans. Et on se baladait de salle en salle dans laquelle il y avait des scènes différentes et les personnages aussi se mouvaient à l'intérieur de cet espace et on pouvait suivre un personnage si on voulait. Parfois, les personnages, du coup, jouaient les scènes concrètes du spectacle et parfois, quand il n'y avait pas une scène qui était issue directement du Shakespeare, il y avait quelque chose qui le remplaçait. Donc, à un moment, Ophélie et Gertrude lisaient les lettres qu'Hamlet avait envoyées à Ophélie. En l'occurrence, c'était des sonnets de Shakespeare. Donc, c'est pas une scène qui existe concrètement dans la pièce de Shakespeare, mais qui avait été rajoutée. Du coup, on pouvait s'asseoir et les écouter réciter ses poèmes, ou pendant ce même moment, il y avait une autre scène, peut-être avec Hamlet, Rosencrantz et Guildenstern, qui du coup était concrètement dans la pièce et qui se passait dans la salle du trône, par exemple. Et on pouvait aller voir cette scène-là. Et ça, on continuait comme ça jusqu'à ce que les différentes histoires se réunissent et qu'on arrive à la scène finale, du coup, qui se passait dans une autre pièce encore, où on voyait le dénouement du spectacle. Donc là, dans ton exemple, le public va surtout avoir une place assez passive puisqu'il va déambuler dans les lieux. Mais de manière générale, quelle place est donnée aux spectateurs dans les pièces de théâtre immersif? Est-ce qu'il y a des pièces où le public va être plus actif? Oui, bien sûr, il y a des spectacles qui sont très participatifs, où ce que fait le spectateur est prépondérant sur ce qui peut se passer dans le spectacle, ou encore, comme j'en avais parlé, des expériences qui sont ce qu'on appelle des one-to-one, où c'est vraiment un comédien, un artiste-interprète et un spectateur, où du coup la présence du spectateur est primordiale et change du coup du tout au tout ce qui peut se passer, parce que s'il y a par exemple des questions personnelles qui vont influer sur comment le spectacle se déroule par la suite, je pense notamment au travail d'Odyssey Works, qui sont spécialistes des expériences intimes comme ça. Le spectateur change totalement l'œuvre selon qui il ou elle est et ce que il ou elle fait. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toi, tu t'es intéressé à l'immersif? Moi, j'ai découvert le théâtre immersif surtout quand j'avais 13-14 ans à Londres, quand j'habitais encore en Angleterre, et c'était un spectacle de Punch Drunk que je n'ai même pas vu pour le coup. C'était une visite, on nous a fait visiter le décor. C'était un opéra. Donc il y avait par exemple des arbres qui étaient faits à partir de câbles électriques qui sortaient des prises. Il y avait une chambre d'hôpital et on nous expliquait qu'à l'intérieur du coup de cette chambre, une chanteuse lyrique venait prendre des spectateurs et lui faisait un chant en intime comme ça, et je trouvais le concept complètement dingue. Et cette idée du coup s'est trimballée dans ma tête, et pendant des années après, quand j'ai monté mon premier grand spectacle qui était une version d'Hamlet aussi, j'ai utilisé un peu l'espace aussi en ayant une déambulation. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était vraiment immersif ce que j'avais fait sur ce coup-là, mais c'était déjà une tentative d'utiliser l'espace autrement.
Et après, j'ai été chargé de production pour une compagnie incarnée, notamment pour la metteuse en scène Mélina Desprez, qui travaillait beaucoup avec le travail immersif. Et à travers eux, j'ai rencontré donc Léonard Maton, qui avait fait Helsinger, et avec lui tout un groupe d'autres artistes. Et c'est de là qu'on a créé la FEI, qu'on s'est fédéré pour créer cette association. Et qu'est-ce que ça a l'immersif de plus que le théâtre traditionnel? J'aime pas parler en termes de plus et de moins, parce que ça entend qu'il y aurait une hiérarchie. Je pense que c'est pas totalement ça. C'est juste, c'est un autre rapport au public. C'est un autre rapport à l'espace. C'est une manière différente d'appréhender les deux, ou en tout cas, ça met l'accent sur des choses différentes. Et donc, du coup, c'est créer autrement et c'est recevoir autrement en tant que public aussi. Donc, ça permet d'explorer des choses que le théâtre, dans sa forme traditionnelle, n'explore pas parce que l'accent est mis sur d'autres points. Si on reprend la question de rapport au public, par exemple, il est rare dans un spectacle de théâtre traditionnel qu'on ne soit pas assis dans son fauteuil. Alors que dans l'immersif, être assis dans un fauteuil, ça va plutôt être une exception que la règle. Et est-ce que tu penses que le théâtre immersif, ça peut toucher des nouveaux publics qui sont pas vraiment attirés par le théâtre plus traditionnel? Totalement. On en a la preuve avec Helsinger, ils ont pris des notes assez précises sur le public qu'il y avait, les spectateurs qui sont venus. Et ils ont constaté un bon tiers du public qui étaient des personnes qui n'avaient pas trop l'habitude de venir au théâtre, qui étaient parfois des adolescents ou même ils ont fait des scolaires où les enfants ont tellement adoré qu'ils sont revenus avec leurs parents pour le revoir, pour le montrer à d'autres personnes. Donc il y a une possibilité de choper de nouveaux publics, que ce soit du coup des publics comme par exemple des enfants ou des adolescents qui considèrent le théâtre comme quelque chose qui les intéresse pas, ou que ce soit par exemple des publics, on va dire plutôt dans le genre jeune cadre dynamique qui sont plus à la recherche d'expériences que de pièces de théâtre, on va dire. Ils sont à la recherche de ce genre d'événements, ce genre d'événements culturels qui ressemblent plus à une expérience qu'à quelque chose de passif. Et sinon, moi, je me demandais comment vous faites pour écrire une pièce de théâtre immersif? Pour le coup, on touche sur un sujet qui, moi, me passionne beaucoup en tant qu'auteur, l'écriture pour les spectacles immersifs. Il y a, on va dire, pour faire court, il y a 3 grosses questions à se poser. Il y a la première question qui est: quel est le rôle du public? Quelle est la place qu'on lui donne à l'intérieur de cet univers, de ce spectacle, de cette œuvre? Parce que ça va forcément modifier la manière d'écrire, de l'intégrer dans l'écriture ou pas, d'ailleurs, si on lui donne un rôle qui est plutôt passif. Après, il y a la question de quelles sont les informations que ce public doit recevoir. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple d'Hamlet, puisque c'est revenu plusieurs fois et que je connais bien la pièce, il faut savoir, à un moment ou un autre, le public doit être au courant que le père d'Hamlet est mort et qu'il cherche à venger sa mort. Et du coup, c'est une information essentielle qu'il faut caser, même si c'est une écriture en arborescence où il peut y avoir 5 scènes qui se passent en même temps. Quand le public se réunit, on se dit que cette information-là, il faut qu'il l'ait. Et après, il peut y avoir d'autres informations qui vont être secondaires ou tertiaires. On a tendance à les découper un peu dans ces 3 catégories. Donc les informations que tout le monde doit avoir, des informations qui sont intéressantes mais pas essentielles pour comprendre le drame, et puis des informations qui sont un peu plus du style des œuvres de Pâques qu'on peut trouver dans des jeux vidéo par exemple, qui sont vraiment des petites pépites pour ceux qui ont envie d'aller chercher des informations supplémentaires, qui seront des informations par exemple écrites sur un petit carnet qu'on peut feuilleter dans la chambre d'un personnage ou quelque chose comme ça, mais qui sont absolument pas essentielles pour comprendre ce qui se passe. Et puis la dernière grosse question, qui pour moi est très importante quand on considère l'écriture d'une pièce immersive, c'est quel est le rapport à l'espace? Quels sont les espaces envisagés? Après, on reste dans l'écriture, c'est pas de la mise en scène. Le but n'est pas nécessairement d'écrire de manière extrêmement détaillée tout, mais c'est important de savoir ce que le public va pouvoir faire dans cet espace, quelles parties seront utilisées, si c'est à 360, s'il y a des angles qui seront aveugles, par exemple, qu'on ne pourrait pas voir. Est-ce qu'il y a 3 salles, 6 salles séparées qui se rejoignent? Ce genre de détails, c'est important de se poser la question parce que ça va profondément modifier
la réception du côté du spectateur dans tous les cas. Mais au niveau de l'espace, est-ce que vous, les artistes dans l'immersif, vous trouvez d'abord le lieu et ensuite vous écrivez la pièce en fonction? Ou alors vous écrivez et vous essayez de trouver un lieu qui peut correspondre à ce que vous recherchez? Il y a des deux cas de figure qui existent, mais j'aurais tendance à dire que pour un spectacle immersif, la version définitive, donc même l'écriture définitive, ne peut exister que quand on a un lieu, quand on a un espace, parce que les particularités de l'espace vont forcément modifier certains rapports de ce qui peut se faire. Comme je disais tout à l'heure, s'il doit y avoir 3 scènes simultanées, si l'espace a 1, 2, 3, 4, 5 espaces différents et séparés, ça va changer la manière de mettre en scène ces 3 scènes, forcément. Donc ça peut modifier l'écriture à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir quelque chose de déjà très écrit et de très terminé, et juste de changer 2, 3 trucs à la fin pour la mise en scène quand on a le lieu. Et comment vous faites dès l'écriture pour prendre en compte le public et anticiper les façons dont il peut réagir? C'est un détail qui est effectivement un détail compliqué. C'est difficile de prévoir exactement comment des gens vont réagir, surtout si on leur laisse vraiment beaucoup de place pour réagir. Après, il y a toujours des astuces, il y a toujours des manières de guider un petit peu le public dans ses choix, de faire en sorte que ça aille dans un sens qu'on veut. Et puis surtout, il est assez important de poser, pour la plupart des spectacles immersifs, un sas d'entrée au début, où on pose quelques règles pendant le spectacle, parce que contrairement à un spectacle traditionnel où les codes de comment on se comporte sont assez clairs, l'immersif a tendance à être dans un rapport assez différent, et du coup il est nécessaire de reposer certaines règles de base pour éviter que ça parte en live pendant le spectacle et pour qu'il y ait un certain contrôle et une certaine maîtrise de ce qui se passe. Mais là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que le public arrive à s'adapter facilement à ce format? Parce que, comme tu disais, dans le théâtre traditionnel, on sait directement ce qu'on doit faire. On est assis, on bouge pas, on est en silence. Mais par contre, dans une pièce immersive, tout est assez bousculé. Donc, est-ce que le public arrive à trouver sa place là-dedans? Pour moi, c'est une marque, un vrai test de réussite d'une œuvre immersive ou non, c'est à quel point le spectateur trouve justement cette place-là. Si les règles ont été clairement posées, soit parce qu'elles ont été vraiment dictées, soit parce qu'elles sont implicites mais faciles à comprendre, le spectateur sait la place qu'il ou elle doit prendre, et à partir de ce moment-là, c'est assez fluide. Si c'est mal décrit, si c'est mal posé, ces règles-là, effectivement, le spectateur ou la spectatrice va souvent avoir tendance à se sentir mal à l'aise, et donc du coup, l'expérience ou le spectacle va moins bien se passer. C'est quelque chose qu'on peut constater de manière assez régulière dans les créations. Mais, comment vous faites du côté des comédiens et comédiennes? Parce que s'il y a toujours plusieurs scènes qui sont jouées dans plusieurs lieux en même temps, il faut que tout le monde soit hyper coordonné et synchro pour pas perdre le public. Oui, oui, ça fait c'est une grosse partie du montage, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette synchronisation-là. Il y a beaucoup de spectacles qui utilisent le son et la musique pour ce genre de choses. Donc soit il va y avoir un système d'haut-parleurs où il va y avoir une musique qui est diffusée, et puis il va y avoir des tops sonores en fait pour les comédiens qui vont savoir qu'à ce moment-là, il faut qu'ils aillent dans telle salle, ou ça peut être simplement un personnage qui passe, qui crie, qui secoue une cloche. Il peut y avoir plein de manières différentes de signaler ça, mais c'est vrai que le son est souvent une technique utilisée pour assurer cette coordination-là. Donc maintenant qu'on a mieux compris, ce que c'est le théâtre immersif et comment ça fonctionne, j'aimerais savoir ce que cet intérêt des artistes et du public pour le théâtre immersif, ça signifie sur notre manière de créer et de recevoir les créations aujourd'hui. Je pense que le mouvement d'art immersif actuel, d'un point de vue des créateurs, en tout cas, correspond à une certaine lassitude avec les formats du théâtre traditionnel. On le retrouve surtout chez des jeunes artistes. La plupart des adhérents à l'association, par exemple, sont dans la vingtaine ou la trentaine. Je sais qu'on n'est pas représentatif de tous les artistes qui travaillent là-dessus, mais tout de même, il y a une certaine majorité. Et dans les cercles que nous connaissons, c'est ce qui ressort. C'est des jeunes artistes qui en ont marre de faire concurrence avec le cinéma dans
le théâtre frontal, où on va dire l'idée c'est il y a une histoire du coup tenue qui en montre avec des images plus ou moins deux-dimensionnelles sur, si ce n'est pas un écran, mais à travers ce quatrième mur, et qui finalement du coup essaye de faire les mêmes procédés narratifs effectivement que le cinéma, mais en moins bien parce qu'on n'a pas les mêmes technologies, tout simplement, on n'a pas les mêmes outils pour faire ça. Et depuis toujours, ce qui était passionnant dans la création immersive, dans la création théâtrale, justement, c'est le côté vivant. C'est le fait qu'il y ait des êtres vivants dans quelque chose qui a quelque chose d'imprévisible, qui se passe pas toujours de la même manière. Et je lisais dans un livre d'Anne Bogart, qui est une des personnes qui a commencé à travailler avec une technique de création qui s'appelle le viewpoint, qui est une technique qu'on utilise pas mal dans la création immersive parce que ça prend vraiment en compte la création, l'idée de 360 degrés, qui disait que un des gros problèmes du théâtre anglophone, c'est qu'il est coincé dans une création stanislavskienne à l'ancienne, dans une ultra-réalisme, qui du coup effectivement marche très bien au cinéma, mais qui marche moins bien au théâtre, et du coup c'est pas étonnant pour moi que la création immersive telle qu'on la connaît aujourd'hui naît en Angleterre et aux États-Unis, là où justement le théâtre est encore plus coincé dans cet ultra-réalisme qu'en Europe ou sur le continent en France, où on a déjà une autre approche du jeu, une autre approche du rapport au public, où la distanciation, le fait de briser le quatrième mur, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus ancré dans nos pratiques théâtrales. Donc cette volonté de dépasser ça, de créer de nouveaux rapports, d'utiliser l'espace autrement que comme une boîte noire, d'utiliser des théâtres qui peuvent avoir des espaces magnifiques, que des halls d'entrée qui sont splendides. Je pense au théâtre de Chaillot, par exemple, qui a cette hall d'entrée qui est absolument magnifique, et de ne pas l'exploiter, et de préférer exploiter uniquement une scène, une boîte noire, ça paraît dommage, alors qu'il y a tellement de choses à exploiter ailleurs et qu'on a envie d'utiliser. Donc, du point de vue de la création, je trouve que ça montre cette volonté-là de dépasser un format qui fonctionne plus comme on le voudrait. Et d'un point de vue de la réception, je pense que ça montre le désir du spectateur d'être plus actif, d'avoir plus de liberté, de vivre quelque chose. Et cette notion d'expérience qui revient souvent quand on parle de création immersive, et je crois que c'est quelque chose qui effectivement parle beaucoup aux spectateurs aujourd'hui. Il y a un terme utilisé par James Gilmore et B. Joseph Pine, qui sont des économistes, qui parlent the experience economy, l'économie de l'expérience. Et en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que nous sommes passés d'une économie qui est centrée autour des commodités à une économie qui est centrée autour de l'expérience. Quand on achète son café à Starbucks, c'est pas le café ou vraiment le service on te sert un café qu'on achète, sinon on ne paierait pas aussi cher. On y va parce qu'il y a une expérience coffee shop avec une ambiance, un décor, avec cette petite musique jazz, ces tables basses, enfin, de manière un peu charmante dont le serveur orthographie mal le nom sur le gobelet. Enfin, c'est des choses en fait qu'on va chercher cette expérience-là, et que beaucoup du rapport au consommateur même est devenu un rapport de l'expérience. C'est une autre manière aussi pour l'industrie culturelle de s'adapter à ce désir-là et d'offrir donc une expérience aux spectateurs plutôt que d'offrir simplement un visionnage. Mais après, ce que je remarque au niveau de l'expérience, c'est qu'on voit de plus en plus d'offres de loisirs, par exemple les escape games, les maisons hantées, etc., qui prennent cette idée d'expérience et qui peut même ressembler finalement à du théâtre immersif, puisqu'ils mettent en place des comédiens. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on perde le côté culturel et artistique et qu'on propose juste une offre de loisirs avec le théâtre immersif? C'est carrément un risque. Mais en même temps, je dirais que c'est un risque au même titre que toutes les autres formes d'art. Bon, si on reprend le cinéma, c'est un risque aussi de tomber dans une création qui est une création uniquement de divertissement et qui manque d'intention artistique. Et effectivement, c'est un risque d'autant plus important dans la création immersive qu'il y a le problème des modèles économiques qui sont très compliqués à mettre en œuvre, ça coûte très cher de faire de l'immersif parce qu'il faut réadapter l'espace, parce que souvent le ratio de comédien au spectateur est très bas. On dit généralement qu'une
qu'un bon ratio, c'est un comédien pour 10 spectateurs, mais si on fait les calculs, du coup, ça veut dire qu'il faut des prix assez élevés pour pouvoir entrer dans ces frais et payer des cachets corrects à tous ces comédiens. Donc, effectivement, c'est un risque de tirer vers le divertissement, de tirer vers le loisir. Mais chez nous, hein, dans l'association, en tout cas, si on s'appelle l'Association française des artistes de l'immersif, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la recherche et la création artistique, que c'est important pour nous de continuer d'aller dans ce sens-là et que on essaye de faire du lobbying auprès des instances publiques pour qu'il y ait plus d'aide pour la création immersive, pour qu'il y ait moins ce souci de rentrer dans ses frais, moins ces soucis économiques. On essaie d'encourager chez les artistes le fait justement de mettre en avant une intention artistique, une réflexion artistique, et du coup de vraiment exploiter cette forme avec tout ce qu'elle peut avoir justement d'intéressant d'un point de vue artistique, mais aussi social et politique. Et là, pendant le confinement, j'ai vu que certains artistes de l'immersif avaient essayé de proposer des créations malgré tout. Est-ce qu'ils ont réussi à faire du théâtre immersif même en l'absence d'espace public? Oui, c'est une excellente question. On en a beaucoup parlé dans l'association. Plusieurs, on a fait une série de lives là pendant le confinement et c'est un sujet qui est revenu beaucoup sur la question de la création en confinement, est-ce que ça relève de l'immersif ou pas réellement. Il y a eu plusieurs initiatives. Il y a eu Home de Monde Sauvage, Next Time du Candle House Collective, Play in a Bathtub de This Is Not a Theatre Company, Deux Sœurs de Maïté Farah. Enfin, tout ça, c'est des tentatives de création immersive. Et ce qui revient, si on prend par exemple ces 4 œuvres que j'ai citées, c'est soit quelque chose qui relève en réalité plus de l'interactif que de l'immersif. Dans le cas par exemple de Deux Sœurs de Maïté Farah, c'est un truc qui s'appelle sur Instagram, qui reprend une œuvre de Jane Austen, et il y a une certaine interaction entre le public et les comédiens qui jouent du coup en visio sur Instagram, mais elle-même concède que ce n'est pas réellement une création immersive, parce que c'est compliqué de réellement donner un rôle au public, parce qu'il n'est pas immergé dans un dispositif, puisque le dispositif c'est sur son téléphone, ou dans le cas de Next Time de Candle House Collective, par exemple, c'est une œuvre qui se passe au téléphone, où du coup on reçoit un appel de la comédienne qui du coup nous joue toute une expérience, discute avec nous dans une expérience intime, mais c'est au téléphone, et encore une fois, je pense qu'il est compliqué d'aller jusqu'à dire que c'est réellement immersif, parce que tous les sens ne sont pas stimulés. Il y a forcément une partie où on reste dans son canapé avec son téléphone, et même si on peut être à fond dans ce qu'on nous raconte, si on peut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et de vraiment rentrer dans cet univers-là, il y a toujours un écart qui fait que pour moi, on ne peut pas vraiment parler d'une création immersive. Et donc là, les théâtres vont pouvoir rouvrir et donc on va pouvoir sortir enfin. Est-ce que le théâtre immersif va réussir à s'adapter, notamment aux normes sanitaires et de distanciation sociale? Oui, il n'y a pas de raison pour que le théâtre immersif et la création immersive ne reprennent pas au même titre que le théâtre et les autres lieux culturels. En plus, on va dire que ça fait un peu partie du processus de création de l'immersif, de prendre en compte les besoins d'un lieu ou d'un espace, et qu'en quelque sorte, les nouvelles règles sanitaires, la distanciation sociale ou le fait de mettre des masques, des choses comme ça, c'est des trucs qu'on peut intégrer à l'intérieur d'un univers. On peut l'écrire pour que justement ce soit pris en compte à l'intérieur du spectacle. Donc à partir de ce moment-là, c'est un défi supplémentaire effectivement, mais c'est pas du tout un défi insurmontable pour les créateurs. Bon, tant mieux alors. Est-ce que pour finir, tu aurais une œuvre théâtrale qui t'aurait marqué et que tu aimerais nous conseiller? C'est pas tant théâtral. Est-ce que c'est immersif pour le coup? C'est vivant, mais c'est pas nécessairement théâtral. Est-ce que c'est permis? Je t'autorise, c'est bon. Très bien. J'ai vu, il y a 2 ans, je pense maintenant, au Palais de Tokyo, les créations de Tino Segal, qui est un artiste allemand, qui tourne plutôt dans les cercles du coup de l'art contemporain, mais en réalité c'est plutôt de l'art vivant ce qu'il fait, c'est de la danse, et une des marques de fabrique de son travail justement c'est que ce soit purement éphémère. Il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo de son travail, et c'est toujours avec une personne ou des personnes qui font quelque chose, et pendant ce moment où ils font quelque chose, existe une œuvre
qui disparaît par la suite et qui n'existe plus que dans l'esprit de ceux qui l'ont vu. Et j'ai vu donc au Palais de Tokyo, il y avait une exposition, enfin ce qu'on pourrait appeler une exposition, avec plusieurs de ses œuvres qui se passaient en même temps. Et il y en a une qui m'a vraiment beaucoup marqué. On faisait la queue du coup dans les galeries vides, totalement débarrassées du Palais de Tokyo, qui en plus a cette esthétique avec tous les tuyaux qui sont apparents. À la fin du coup, après avoir fait ce fil d'attente, il y avait un jeune enfant d'une dizaine d'années qui venait nous chercher et qui nous posait la question qu'est-ce que le progrès ? Du coup, question étonnante, à laquelle on n'a pas nécessairement une bonne réponse, surtout pas sur le coup comme ça. Quand on y réfléchit un petit peu, on essaie de trouver une réponse, de satisfaire du coup la demande de ce gamin. Et pile au moment où on pense avoir du coup trouvé quelque chose de convenable, l'enfant nous dit au revoir, disparaît, on ne sait trop comment, derrière une porte, et on se retrouve avec un jeune d'une vingtaine d'années. Pour mon cas, c'était un jeune, mais ça pouvait être aussi une femme. Et cette personne-là, du coup, engageait la conversation avec nous et on se baladait ensemble dans les galeries vides jusqu'à ce que lui aussi parte et qu'on soit laissé avec une personne qui avait la quarantaine. Pour moi, c'était une femme. Ou pareil, du coup, on continue de discuter sur la notion du progrès, sur la question du temps. Elle aussi est partie au bout d'un moment dans cette même fulgurante disparition où on ne sait exactement, ne sait pas où ils vont. Et elle m'a laissé avec un homme d'âge mûr qui m'a parlé du voyage en bus qu'il faisait tous les jours depuis une cinquantaine d'années et qui m'a laissé sortir par la porte de sortie d'une galerie, m'a dit au revoir et l'a refermé derrière moi. Et j'étais laissé, du coup, après cette expérience où on m'a littéralement baladé à travers le palais de Tokyo, où je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé et ce qu'on avait voulu me raconter. Et j'ai passé plusieurs heures à me refaire toutes ces conversations jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait du coup toute la question du temps et du passage de la vie, de la jeunesse jusqu'à la vieillesse et comment évolue notre rapport au temps, au progrès, comment on est... Le petit enfant était complètement dans le moment présent, le jeune était dans la projection de l'avenir, la femme était dans la recherche à nouveau de l'instant présent et l'homme à la fin me parlait du passé. Et du coup, ce rapport au temps, je l'ai trouvé fascinant, la manière d'utiliser les gens pour raconter ça, d'utiliser cet espace, cette marche à l'intérieur d'une galerie vide pour aussi raconter cette chose-là. Je trouvais qu'il y avait vraiment une réunion de plein d'éléments qui m'ont beaucoup touché. Waouh! C'était quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on peut encore refaire ou c'est fini? Pour le coup, c'est fini parce que Timo Segal l'a créé pour le Palais de Tokyo. Comme il crée la plupart de ses œuvres, après lui, il continue de travailler. Je ne sais pas où il l'a exposé dernièrement et où il va exposer à nouveau, où il va travailler à nouveau, mais il continue de travailler et si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est vraiment une expérience unique. Merci beaucoup à Tristan de nous avoir donné un bon aperçu du théâtre immersif. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook de l'AFAI, AFAI, ou sur leur site internet artsimmersifs.fr. Merci à vous d'avoir écouté ce 4e épisode de Hors Scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à tous vos collègues pendant la prochaine pause café. Et si vous êtes toujours en télétravail, ça marche quand même. Si cet épisode vous a déplu, n'hésitez pas à le conseiller aux gens que vous n'aimez pas. Nous, on prend tout le monde. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy, qui vous pose d'ailleurs pas mal de questions sur nos réseaux sociaux pour mieux comprendre le théâtre d'aujourd'hui. Alors venez en masse pour lui répondre. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à eux. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!